Bonjour à tous ceux qui sont venus en présentiel à cette conférence de presse de la DEPAL. On est très content de vous avoir ici pour un premier événement encore masqué pour ceux qui sont dans la salle, mais qui, j'espère bientôt, pourra avoir lieu sans masque. Merci aussi à tous ceux qui nous rejoignent et qui nous ont rejoints en visioconférence. On va essayer de vous faire une présentation dynamique de notre projet pour la DEPAL et de notre projet pour les PME, les ETI de l'agroalimentaire français. D'abord, un petit mot d'introduction, comme me l'a recommandé notre agence, pour vous dire que nous sommes ici à la Société d'encouragement de l'industrie nationale et que cette Société d'encouragement d'industrie nationale a été créée en 1801 et que je me suis intéressé rapidement sur Wikipédia hier à la vocation de cette Société d'encouragement pour l'industrie nationale en 1801, donc le 9 Brumaire en 10. À l'époque, cette société avait vocation à soutenir l'industrie pour challenger les Britanniques qui avaient déjà entamé leur révolution industrielle, et ses principales préoccupations étaient d'abord agricoles, avec l'intérêt aux techniques permettant de développer, de diversifier et de valoriser les productions agricoles qui étaient à l'époque largement prédominantes en France. Et ils se sont intéressés bien évidemment au procédé de Nicolas Appert, qui a inventé la pertisation, qui nous permet aujourd'hui d'avoir d'excellentes conserves et aussi d'autres types de produits. La féculerie, la semoulerie, les levures, la chocolaterie et puis aussi le sucre. Donc vous voyez que déjà à cette époque, la conservation des produits agricoles et le développement de l'industrie alimentaire étaient au cœur de la politique de l'État. De la même manière, cette société s'est préoccupée beaucoup des questions énergétiques, ai-je lu, récurrentes dans le pays, qui était un pays peu pourvu en charbon. La France était peu pourvue en charbon. Et il s'est intéressé aussi aux économies d'énergie, y compris surtout dans les processus productifs. Il se penche donc sur le chauffage industriel, les machines vapeur dans la seconde moitié du 19e siècle. Et durant la même période, il s'intéresse aux techniques de production et d'emploi des énergies secondaires, le gaz, l'électricité, qui fait s'intéresser au dynamo et à l'équipement des usines en moteur et en transmission électrique, à l'air comprimé, qui a été installé dans cet hôtel en 1890, et puis la mise au point de moteurs destinés à la mécanisation des ateliers de l'industrie parisienne. Voilà, tout ça pour vous dire que ces problématiques industrielles, et on l'entend bien dans le cadre de la campagne présidentielle, et nous y reviendrons, ces problématiques industrielles ne sont pas d'aujourd'hui, les problématiques énergétiques ne sont pas d'aujourd'hui, les défis restent constants, et c'est un des enjeux et une de nos volontés de mettre en avant nos PME, nos ETI et nos TPE alimentaires pour répondre à cette question de la réindustrialisation. Voilà pour ce qui concerne ce petit mot d'introduction. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas présenté les intervenants qui sont à ma droite et en visio. D'abord, Pascal Brodeloup, qui est président des entreprises du traiteur frais et qui est administrateur de la DEPAL. Thierry Goubeau, qui est administrateur de la DEPAL et trésorier de la DEPAL, ce qui est un point important. Et puis enfin en visio, Nicolas Bouzou, que l'on ne présente plus, économiste, directeur du cabinet Asterès, avec lequel nous avons travaillé sur une étude que nous allons vous présenter. La DEPAL, donc, au programme, donc la DEPAL, Fédération représentative des PME, PMI, ETI alimentaires. On va vous parler du baromètre que nous faisons sur nos adhérents et qui est révélateur de la température de ces mêmes adhérents. Des prospectives sur les grands défis TPE, PME, ETI de l'alimentaire française pour 2030. C'est un travail que nous avons réalisé avec donc, le cabinet Asterès et la junior entreprise de Sciences Po Paris, qui nous a fait un sondage auprès de 500 jeunes de 18 à 25 ans. Et puis enfin, le pacte de la DEPAL pour l'avenir de l'alimentation et des territoires que je vous présenterai.
2 mots sur la DEPAL, que certains d'entre vous connaissent déjà pas mal, mais on ne les répète pas suffisamment. Donc, la DEPAL est une des principales fédérations professionnelles de l'agroalimentaire en France. Elle est composée de 6 syndicats qui regroupent plusieurs technologies, la technologie surgelée, la technologie apertisée, la technologie frais et ultra frais, qui fabriquent des produits traiteurs, des produits apertisés, des conserves, que ce soit des plats cuisinés, que ce soit des légumes, des fruits, qui fabriquent des compotes, qui fabriquent aussi des produits surgelés de type lasagne ou herbes surgelées. Et puis le syndicat du riz, le syndicat du légume sec et le syndicat de la 4e gamme des salades en sachet, qui sont des marchés en développement important. Vous avez là les logos des différentes... vous retrouvez ça dans votre dossier de presse, hein, mais vous avez là donc les logos des différents syndicats adhérents à ce jour. Le point le plus important, c'est cette carte qui reprend l'ensemble des implantations de la DEPAL. Comme vous le voyez, donc la DEPAL est présente dans toutes les régions agricoles de France, que ce soit la Bretagne, que ce soit le sud-ouest, que ce soit le couloir rhodanien, le nord aussi, qui est important pour nous. Aujourd'hui, 1570 sites répartis sur tout le territoire, 120 000 emplois directs, indirects et induits, 16 milliards et demi de chiffre d'affaires cumulé, d'euros de chiffre d'affaires cumulé, pardon, et surtout des entreprises à taille humaine qui fabriquent des produits de marque nationale emblématiques, mais qui fabriquent aussi beaucoup de marques de distributeurs. C'est ce qui fait que nous nous sommes intéressés dans le cadre de la loi Egalim 2, vous vous en souvenez, au traitement des marques de distributeurs qui pêchaient jusque-là. Et nous avons été entendus d'ailleurs et soutenus. La DEPAL, c'est aussi une certaine idée de l'agroalimentaire qui est empreinte de tradition et de modernité, avec des savoir-faire et des produits qui assurent une alimentation quotidienne des Français, des entreprises qui sont inscrites dans le modèle alimentaire français et la tradition gastronomique, on en reparlera, de bons produits accessibles à tous, issus de recettes authentiques et qui sont respectueux des saisonnalités, des entreprises engagées dans la transition agroécologique, on y reviendra aussi parce qu'il y a là un défi important à l'image de celui qui a soutenu la Société d'encouragement national de l'industrie en 1801. Et puis enfin, la contribution et la réalisation de la souveraineté alimentaire et industrielle du pays. J'en ai dit 2 mots. L'industrie existe, l'industrie alimentaire existe, on va revenir là-dessus. Voilà, donc notre positionnement, c'est de porter la voix des TPE, des PME et ETI alimentaires en France. Et puis, c'est de trouver de nouvelles voies pour se développer sur tous les territoires, avec notre amour agricole, bien sûr, avec la distribution, si elle le souhaite, mais surtout de développer les territoires dans lesquels nous sommes implantés depuis parfois plusieurs générations. Un point sur le secteur, malmené par les turbulences à l'heure actuelle. D'abord, 10 ans de baisse de la valeur ajoutée de l'industrie au profit de la grande distribution, des pertes de parts de marché à l'export et sur le sol national. 20% de l'alimentation aujourd'hui est importée, majoritairement sous forme de produits transformés. La France est centrée sur le soutien à la production et la rémunération des producteurs, pas sur le soutien à son maillon industriel. L'oubli des capacités de transformation donc, dans les politiques publiques, qui est indispensable pour accompagner le développement des filières agricoles et assurer notre souveraineté alimentaire. La crise Covid a mis en lumière un certain nombre de trous bien évidents que nous avons dans nos chaînes d'approvisionnement. Il faut les combler. Et puis, un point conjoncturel aussi, puisque nous sommes soumis, et vous l'avez vu, entendu ou relaté dans vos écrits, nous sommes soumis à une hausse inédite des matières premières, un tsunami inflationniste, que ce soit les matières premières agricoles, bien sûr, mais que ce soit aussi et surtout les emballages, l'énergie, le transport, bref, tout ce qui fait un produit fini, puisque, je le rappelle, nous ne vendons pas de matières premières agricoles brutes, nous vendons des produits finis qui ont des caractéristiques organoleptiques, qui ont des caractéristiques de conservation et qui sont composés de matières premières non seulement agricoles, mais aussi emballages. Tout ça est une situation qui est inquiétante
Et c'est pour ça que nous avons souhaité cette conférence de presse, et c'est pour ça que nous avons souhaité aussi proposer un certain nombre de choses, à la fois dans le cadre des élections présidentielles et des élections législatives. Mais avant de vous les détailler, je vais passer la parole à Pascal Bredloux, qui va nous faire un petit point de notre baromètre pour que vous puissiez appréhender la situation dans laquelle se trouvent les entreprises. Merci Pascal, je te donne le prompteur. Merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous, présents dans cette salle ou à distance. Comment donner du sens à ce que Jérôme Foucault vient de vous dire sur les tendances? Eh bien, c'est de continuer ce que nous avions mis en place il y a quelques mois, le baromètre de l'activité des PME françaises. Ce n'est pas une étude chiffrée, c'est bien il y a un effet de tendance, des indicateurs issus des entreprises, des chefs d'entreprise qui nous ont remonté ces différents éléments. Nous l'avons arrêté à mi-décembre, donc on a quelque chose d'assez frais. Sûrement aussi qu'à aujourd'hui et 3 mois après, certaines données auront changé, ça va tellement, tellement vite. D'abord, on peut constater un net regain de confiance des entreprises en fin d'année, mais en analysant un peu plus le contenu, on s'aperçoit qu'il y a 16% des entreprises qui sont en posture d'attente en décembre, elles étaient 32 en septembre. Et on voit dans la partie droite de cet histogramme que beaucoup de ceux qui étaient en attente ont basculé, et ont basculé vers inquiets et très inquiets. On le voit en 3 mois, des incidences fortes de conjoncture font que les entreprises et les chefs d'entreprise, les décideurs, changent possiblement de positionnement en ce qui concerne leur confiance. Et la confiance, ça va aussi avec les entreprises alimentaires qui sont créatrices d'emplois. Oui, nous avons beaucoup de postes à pourvoir. Oui, nous avons une augmentation des effectifs qui est liée aussi à la difficulté de recrutement que nous avons. Et on le voit. Et nous avons aujourd'hui, pour une partie, peu d'évolution dans cette partie d'effectifs dans les entreprises, mais nous avons aussi une anticipation sur le 4e trimestre pour près de 35% d'entre elles qui est liée à l'activité. Avoir des ambitions et avoir des possibilités de poste ne veut pas dire trouver. Donc il y a clairement, et on le voit sur le slide qui suit, il y a clairement des difficultés qui sont liées au recrutement. Et vous le voyez, fin 2021, 9 entreprises sur 10 ont des difficultés de recrutement. C'est 16 points de plus que ce que nous avions constaté précédemment à la période de l'été. Donc on a vraiment, avec cette problématique, une difficulté croissante dans le recrutement en France pour les entreprises de l'agroalimentaire. Il y a également, alors je ne sais pas, c'est passé un peu vite, voilà, un problème que l'on voit grandissant sur les investissements. Les investissements qui étaient une des forces de la partie agroalimentaire, s'il reste à 60%, intéressant de continuer à investir dans la partie agroalimentaire, on a une part qui diminue puisqu'ils étaient 72% précédemment à vouloir investir et à donc mettre de l'argent sur la table pour moderniser, pour trouver de la compétitivité. Donc on a vraiment là aussi une petite perte quand même, mais sur les investissements c'est quand même relativement important dans la capacité à investir des entreprises agroalimentaires. Le fait d'avoir des difficultés ne veut pas dire ne pas avoir envie, mais de peser le pour et le contre quand on met de l'argent en investissement sur des retours à 3 ans, 5 ans, 10 ans, de la confiance que l'on peut avoir dans les différents marchés. Les approvisionnements difficiles, c'est l'une des principales causes des problématiques que nous vivons aujourd'hui. Les difficultés d'approvisionnement, 86% des entreprises ont ces difficultés, 31% était le score de mars 2021. Une incroyable évolution, inquiétante, puisque de là peut découler, et on le verra par la suite des présentations, beaucoup de problématiques dans l'application des contrats, dans les ruptures, dans les pénalités. Et donc on avait, au travers de ça, et je vous en parlerai en conclusion, la possibilité avec Egalim 2 de retrouver un niveau d'échange beaucoup plus conforme à des échanges normaux entre différents partenaires, que ce soit du monde agricole où ça se passe plutôt bien,
mais aussi avec la distribution qui est une de nos problématiques. Et vous le voyez, la hausse des coûts partout, partout, tous les postes sont touchés. Les matières premières agricoles, oui, il y a eu des problématiques climatiques, mais il y a eu aussi des problématiques de demande, donc de raréfaction de la matière. Mais surtout, les emballages, les cartons, les plastiques sont en inflation constante. Vous le voyez, je ne vais pas vous détailler tout le graphe, vous l'avez sous les yeux. Mais qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? Quand on a des hausses, comme dans les emballages plastiques, de 40 à 108%, 40 à 108%, et qu'on ne peut pas, à aujourd'hui, entièrement les répercuter, c'est une vraie problématique. Quand on a dans les emballages métalliques des hausses de 89%, quand on a 17% sur les matières premières agricoles, avec la nouvelle loi Egalim, on peut discuter, puisqu'il y a une partie de sanctuarisé dans l'amont agricole. Encore faut-il trouver les bons indicateurs. Mais c'est une discussion qu'on peut avoir, et avec le monde agricole et avec la distribution. Sur les autres postes, on se retrouve coincé avec des hausses extraordinairement élevées, sans un vrai pouvoir de discussion, voire de négociation, pour appliquer les compensations. Et puis ça ne suffisait pas. Le transport s'y est mis aussi. Et dans le transport, merci, je vais appuyer sur le bouton. Voilà, donc dans le transport, on se retrouve avec 50% des entreprises qui ont des difficultés de transport, d'en trouver, mais aussi de financer les surcoûts. Le fuel a augmenté de plus de 100% dans certaines catégories. Ce qui veut dire qu'à aujourd'hui, les déplacements, soit les logisticiens ils font leur choix dans les distances qu'ils veulent avoir, soit il y a une raréfaction des camions. Au bout du compte, c'est quoi? Les industriels ne trouvent pas suffisamment de camions pour affréter des lignes de logistique. À chaque fois qu'ils se déplacent eux-mêmes pour aller livrer leurs clients, ils ont cette problématique. Et puis on n'oublie pas nos clients, et c'est d'actualité. Le consommateur aujourd'hui, ça lui coûte très cher d'aller faire ses courses. Donc on a une vraie problématique. Alors globalement, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces indicateurs, de ces tendances? Ce n'est pas une étude chiffrée, ce sont bien des tendances. Qu'on a une certaine déception de ce qui a été mis en place il y a quelques mois, on appelle ça Egalim 2, une certaine déception. Ça a apporté beaucoup de choses positives, et je pense que dans la sanctuarisation de l'amont agricole et la participation avec le monde agricole des revenus nécessaires à une vie plus équilibrée, à des échanges commerciaux plus équilibrés. Sur le reste, on se retrouve dans une difficulté. Nous n'arrivons pas à avoir cette relation que l'on espérait dans Egalim 2, d'échange, de gagnant-gagnant, de retrouver de la valeur ajoutée. On l'avait dit, rappelez-vous, la DEPAL l'avait annoncé, une mauvaise réponse à des vrais problèmes. Aujourd'hui, on a une partie qui a été compensée, une partie qui n'est pas compensée. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, en gros, un tiers des contrats de fin de négociation, et on s'approche de la finalité, ont été signés. Les 2 tiers qui restent, un tiers est en bonne discussion et trouveront sûrement des accords, un tiers est dans le dur. Quand on dit dans le dur, à quelques jours de la clôture des négociations, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution trouvée entre nos clients et les industriels pour pouvoir avoir des dossiers complètement bouclés. On s'en est ouvert auprès de la DGCCRF, puisqu'il y a quelques jours de la fin des négociations commerciales, et si on n'a pas de solution, que va-t-il se passer au 1er mars? Donc nous allons observer d'abord la fin de la clôture des négociations, avant de prendre des positions, mais ça reste effectivement une situation compliquée, délicate, sur lesquelles les autres intervenants vous reviendront sûrement très rapidement. Voilà, je vous ai présenté ces éléments. Je vais passer la parole à Thierry Goubeau. Merci Pascal. Je me présente rapidement en 2 mots. Moi, donc Thierry Goubeau, je suis administrateur, vice-président de la DEPAL et aussi patron indépendant d'une ETI qui fait un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en France dans la transformation du fruit pour fabriquer des compotes. Alors, je ne suis pas là pour parler de mon entreprise spécialement, mais je suis là un peu pour représenter, on va dire, le concret d'un chef d'entreprise et la vie d'un chef d'entreprise aujourd'hui, assez représentatif de ce qu'est la DEPAL, PME et ETI. Je voulais rebondir sur la présentation qui a été faite sur le baromètre. Alors Pascal parlait
d'un baromètre qui était de confiance, qui était légèrement à la hausse en décembre. Je peux vous dire que si on faisait le baromètre aujourd'hui, à fin février, il aurait une autre tête. Il serait complètement différent. Je voudrais insister sur un point, par exemple, les emballages. En décembre, il y avait à peu près 50% des gens qui étaient inquiets sur le futur des approvisionnements dans les emballages. Je peux vous dire que si on fait l'enquête aujourd'hui, on aurait 90% d'inquiétude. La grosse préoccupation aujourd'hui des chefs d'entreprise, c'est les approvisionnements en emballage. Ça fait 25 ans que je suis chef d'entreprise dans l'agroalimentaire. Je n'ai jamais connu une situation comme celle-là, avec des pressions inflationnistes incroyables. Aujourd'hui, les fabricants d'emballage viennent carrément nous voir tous les 15 jours avec une nouvelle hausse, avec des délais d'approvisionnement qui passent de 3 mois à 6 mois à 8 mois. Donc c'est une situation jamais connue. Voilà, en 25 ans, jamais connue. Tout le monde a entendu parler de ce qui se passait. Pareil sur les énergies, on a pris une hausse de 60% de l'électricité au mois de décembre. Je ne suis pas sûr que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et en Russie va nous aider sur le domaine de l'énergie. Donc c'est une situation assez incroyable qu'on vit. La plus grosse crainte d'un chef d'entreprise aujourd'hui, c'est, alors au-delà des baisses de marge dont on reparlera tout à l'heure, c'est de potentielles ruptures dans les linéaires dans les prochains mois. Qui dit rupture dit souvent avec nos clients de la grande distribution des pénalités de retard, qui vont se rajouter aux difficultés qu'on a dans les négociations commerciales. Donc voilà la réalité aujourd'hui de ce que vivent les ETI et les PME de l'agroalimentaire en France, du jamais vu. Voilà. Et j'aurai l'occasion de témoigner encore plus tout à l'heure sur d'autres sujets. Et je crois que je repasse la main à Jérôme qui va introduire la présentation de Nicolas Bouzou. Merci Thierry. Pardon ? Bon, on a fait l'échange. Merci Thierry, merci pour ce témoignage, merci Pascal aussi pour cette petite synthèse du baromètre. Je vais maintenant passer la parole à... Juste avant de passer la parole à Nicolas Bouzou, pour vous dire que, fort de tout ça, nous avons initié un travail prospectif il y a plusieurs mois pour essayer de se projeter sur les enjeux de nos adhérents dans les années à venir, notamment à 2030, qui est une date qui aujourd'hui est portée aussi par le gouvernement. Des travaux qui ont été réalisés d'abord par le cabinet Asterès pour dresser les principaux défis qui attendent nos entreprises alimentaires à 2030. Et puis, avec la junior entreprise de Sciences Po Paris, nous avons fait à la fois une étude et une enquête auprès de 500 jeunes sur leur vision de l'alimentation demain et leur comportement d'achat demain. Ces études ont été riches d'informations et de conclusions, et je vais donc passer la parole, s'il le veut bien, à Nicolas Bouzou, directeur du cabinet Asterès, et qui va nous donner son éclairage. Mais avec plaisir. Alors écoutez, j'espère que vous m'entendez bien. Je pense, parce que moi je m'entends très bien vu l'écho. Donc si je m'entends aussi bien, j'imagine que vous m'entendez bien. Enfin en tout cas j'espère. Alors écoutez, on a en effet réalisé cette étude prospective à l'horizon 2030 sur les grandes tendances et les grands défis de l'industrie agroalimentaire française. Il y a beaucoup de chiffres dans l'étude, il y a beaucoup de calculs, beaucoup de chiffres, donc je vais pas vous les restituer tous parce que ce serait extrêmement fastidieux et de toute façon il faut se reporter à l'étude, hein. Il faut la lire, c'est ça qui est important, vous verrez, elle fait une 60aine de pages, donc c'est pas très long et je pense que c'est un document dans lequel on trouve beaucoup d'analyses et beaucoup d'informations, mais je vais vous donner les principaux messages, les principaux enseignements, agrémentés, si vous m'y autorisez, de ma propre vision du secteur. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'agroalimentaire, hein, c'est mon équipe qui a travaillé dans le détail sur ce secteur, mais évidemment, c'est un secteur que je suis de très près, qui m'intéresse beaucoup, parce qu'il a un poids économique très important, parce qu'il a été pendant longtemps considéré comme l'un des fleurons de l'économie française, et puis peut-être même plus généralement, parce qu'il y a quelque chose d'identitaire au fond dans ce secteur. Et d'ailleurs,
Je vais commencer par vous lire quelque chose qui n'est pas dans l'étude, mais qui m'a beaucoup frappé. Je trouve que là, je passe quelques temps à l'étranger. Et alors, dans mes bagages, j'ai pris l'excellent livre de Franz-Olivier Gisbert sur le gaullisme. Ça s'appelle Histoire intime de la Ve République. Et le premier tome s'appelle Le Sursaut. Et alors, quand vous arrivez donc assez rapidement dans le livre, hein, en page 25, vous avez un chapitre qui s'appelle La pomme française, apologue du déclin. Et en fait, ce qu'explique Franz-Olivier Gisbert, qui est très bien amené, comme toujours avec lui, c'est que l'une des principales illustrations du déclin de la France, puisque lui pense qu'il y a un déclin de la France, hein, une espèce de nostalgie du gaullisme, eh bien l'un des marqueurs de ce déclin, et alors là je vous lis la phrase, au XXIe siècle, la France est devenue, chose incroyable, importatrice nette de fruits et légumes, alors qu'elle en avait toujours exporté. Et alors, beaucoup plus grave, la production annuelle de pommes, ex-joyau national encore exportateur, a été divisée de moitié en 20 ans pour tomber à 400 000 tonnes en 2020. Alors, lisez le livre, mais ce qui est amusant et intéressant et en même temps inquiétant, c'est qu'en effet, vous voyez, l'agroalimentaire en France, c'est un secteur qui est très particulier, hein. C'est un peu comme l'automobile en Allemagne. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui est identitaire. Alors, si maintenant on entre dans le vif du sujet et dans les principaux enseignements de l'étude, retenez bien le fait qu'à l'horizon 2030, il y a pour le secteur des industries agroalimentaires 4 défis principaux. Je vous cite ces 4 défis et ensuite j'entre un peu dans le détail. Le premier défi, c'est le défi de l'évolution de la demande. On a une demande des consommateurs qui change parce que parce que la population vieillit, parce qu'il y a des changements qualitatifs liés aux questions de santé. Et donc, premier défi, comment s'adapter à cette demande des consommateurs. J'y reviens dans quelques instants, hein. Deuxième défi, le défi de la compétitivité. Confère le livre de Franz-Olivier Gisbert sur le gaullisme. Troisième défi, le défi de l'incorporation de l'innovation technologique, défi de l'investissement. Et quatrième défi, le défi de la décarbonation de la filière. Alors, ce ne sont pas tout à fait les défis là que j'ai vus, ils ne sont pas dans le même ordre dans la slide que j'ai vu passer, mais c'est normal parce que c'est ma propre présentation, ma propre façon de voir les choses. Mais le contenu est le même, si vous voulez, hein. Là, je vous présente juste ma façon personnelle d'interpréter tous ces travaux et toutes les discussions qu'on a eues avec la DEPAL. Alors, premier sujet, premier défi, celui de la consommation. Donc là encore, dans l'étude, vous trouverez des projections extrêmement précises à l'horizon 2030, avec plusieurs scénarios, mais voilà les points clés qu'il faut retenir. Premièrement, on est quand même sur un marché, l'agroalimentaire, qui est un marché relativement saturé. Donc la question démographique est une question qui est absolument essentielle. La population française, d'ici 2030, elle va un peu augmenter, mais pas énormément. Et si elle augmente, c'est essentiellement en raison de l'allongement de l'espérance de vie, hein. Et quand vous regardez l'évolution de la structure démographique de la France, si vous regardez la projection de la pyramide des âges, eh bien vous voyez que cette pyramide des âges, elle va plutôt augmenter dans les catégories supérieures à 65 ans. On va avoir au moins 2 millions de Français en plus qui auront plus de 65 ans. Mais au-delà de cette évolution démographique, qui est donc pas très forte, il y a des changements plus qualitatifs dans le domaine de la consommation. Première chose, on voit de moins en moins de dépenses alimentaires à domicile et plus de dépenses hors domicile, mais avec une volatilité beaucoup plus grande. Donc ça, c'est un point qui est important. Et le deuxième point, c'est bien évidemment tout ce qui est lié aux préoccupations en matière de santé, qui changent la façon dont les gens s'alimentent. Et ces préoccupations en matière de santé, elles vont perdurer. C'est un fait sociologique, économique, qui traverse de façon structurelle, irrésistible, l'évolution de nos sociétés développées. Donc, les évolutions que l'on voit aujourd'hui, par exemple la baisse de la consommation de produits carnés, avec à l'inverse une augmentation de la consommation de produits de la mer ou de fruits et légumes, eh bien tout ceci va se consolider à l'horizon 2030. Simplement, le défi vient du fait que
en matière de chiffre d'affaires, en matière de consommation en valeur, on devrait avoir une baisse. Hein. Ces évolutions démographiques et ces évolutions qualitatives, ce changement du panier de consommation, ça doit aboutir à une baisse modérée, mais à une baisse quand même de la demande en valeur de ce secteur. Ou une stagnation légèrement orientée à la baisse. Alors, on va peut-être pas parler de récession, mais en tout cas, absence de progression du marché à l'horizon 2030. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut avoir en tête, qui est très important. C'est le premier défi. Deuxième défi, bien évidemment, le défi de la compétitivité. Alors ça a déjà été un petit peu évoqué avant moi. Bon, l'agroalimentaire, on sait que c'est un excédent commercial, mais en même temps, si on enlève les boissons, ça devient un déficit commercial. Et on sait que derrière ce déficit commercial, derrière ces difficultés, il y a des importations qui se maintiennent à un niveau élevé et qui sont dynamiques, par exemple dans les fruits et légumes. Et on sait qu'on a des exportations, alors qui augmentent, hein, et nous on pense que les exportations vont continuer d'augmenter, mais à un rythme un peu plus faible. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, je vous ai dit que je n'allais pas vous noyer sous les chiffres, mais ce que vous pouvez retenir, c'est que les importations vont augmenter de l'ordre de 3% par an, alors que les exportations augmentent de l'ordre de 2% par an. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette perte de compétitivité? Pour trois raisons essentiellement. Hein. La première raison, ça a été dit aussi avant mon intervention, c'est la hausse du coût des intrants. La deuxième raison, alors qui est quelque chose de consubstantiel à l'économie française, sur lequel on a un peu avancé, mais bon, ça reste toujours insuffisant dans les secteurs à très fort degré de compétition internationale, c'est la question du coût du travail. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Et le troisième sujet, qui est peut-être un peu plus nouveau et sur lequel je veux attirer votre attention, c'est le problème de la qualification des actifs. Encore a été évoqué il y a quelques instants, à fort juste titre, le fait qu'il y avait des difficultés d'approvisionnement et des difficultés de recrutement. Ces difficultés de recrutement, elles pèsent, c'est ça ce qu'il faut bien comprendre, hein. C'est pas simplement un sujet politique ou un sujet de confort. Les difficultés de recrutement, elles pèsent sur la compétitivité du secteur et donc elles risquent de pénaliser les exportations du secteur à l'horizon 2030. Donc, là encore, je ne veux pas vous noyer sous les chiffres, j'arrête pas de vous dire ça et en même temps je me rends compte que je vous en donne plein. Là encore, reportez-vous à l'étude. Bon, on a fait plusieurs scénarios. Ce qu'on peut penser, c'est que ce déficit commercial, qui est de l'ordre aujourd'hui de 7-8 milliards d'euros, pourrait passer à 10, 15, 20 milliards d'euros, voire un tout petit peu plus si on prend les hypothèses les plus négatives, à l'horizon 2030. Troisième défi, le défi de l'incorporation de l'innovation et de l'investissement. Alors ça, c'est très important, c'est quelque chose qui est assez peu connu. On est dans une troisième révolution industrielle, c'est-à-dire que les industries, pas seulement l'agroalimentaire, mais l'agroalimentaire notamment, ont besoin de s'équiper davantage en robots, en numérique, en intelligence artificielle, éventuellement en imprimante 3D, tout ceci communiquant à l'aide de la 5G. Bref, on a un gros besoin d'investissement. Et ce sont des investissements qui sont capitalistiques, qui coûtent cher. Grosse difficulté dans la filière IA, ces marges sont pas très élevées, elles sont plutôt en train de se tasser et on a une productivité qui elle-même est une productivité qui stagne. Alors ça, vraiment, ce sujet de l'investissement, mais il doit être au centre de nos préoccupations. Parce que comprenons bien que si on veut faire mentir les hypothèses dont j'ai parlé il y a quelques instants, notamment en termes de compétitivité, en termes de déficit commercial, ça passe par davantage d'investissement. Et aujourd'hui, la filière, je le dis brutalement, hein, et c'est quelque chose qui m'a frappé quand on a réalisé cette étude, mais la filière, elle n'a pas les moyens d'investir massivement. Et donc, elle est prise dans une sorte de cercle vicieux, marge trop faible, difficulté à investir, pas de gain de productivité, et du coup, marge trop faible, difficulté à investir, pas de gain de productivité, etc. etc. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est absolument essentiel et qui d'ailleurs, au quatrième sujet, qui est celui de la décarbonation. La décarbonation, alors,
Aujourd'hui, quand vous regardez les émissions carbone du secteur, elles sont à peu près stables. Alors, émissions carbone, c'est en fait gaz à effet de serre, hein. C'est pas que du carbone. Il y a carbone, protoxyde d'azote, euh, et on convertit tout ça en équivalent tonne carbone, mais peu importe. Retenez que tout ceci, c'est à peu près stable. Il faut que ça baisse maintenant, hein, c'est les engagements du secteur. On a des perspectives de décarbonation qui sont fortes, hein. Les IA, ça représente à elle seule à peu près 35% du potentiel de substitution des procédés euh, bas carbone. Donc on a vraiment des marges de diminution, mais le coût d'investissement de ce basculement, il est évidemment très, très important. Voilà. Donc, ce que je peux dire en synthèse, c'est que on a ces 4 défis qui se présentent à nous, qui sont sûrs, hein. Là, c'est pas de la spéculation, si vous voulez. Ce sont des choses auxquelles il faudra répondre d'ici 2030, mais il faut commencer à y répondre dès maintenant, dans un contexte sectoriel qui est dégradé, avec une filière qui pourrait connaître une légère baisse d'activité, de son activité d'ici 2030. Dans notre scénario central, le chiffre d'affaires il diminue de 0,3% par an, hein. On est à 157 milliards aujourd'hui, à peu près, on descendrait à un petit peu plus de 150 milliards. Alors évidemment, avec des différences dans nos projections qui sont importantes entre les segments, hein. Il est clair que c'est plus compliqué pour la viande que pour la boulangerie. Mais au-delà de ça, il faut vraiment qu'on se donne les moyens de mener des politiques publiques qui sont des politiques publiques qui vont aider l'investissement. Alors, il y en a déjà en France, hein, et je m'arrêterai là. Euh, ce qui est dans le plan France Relance, par exemple, est très bien. Mais il faut vraiment qu'on aille plus loin, il faut vraiment qu'on ait un échange gagnant-gagnant avec les pouvoirs publics, parce que on doit mener des actions. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des actions, parce que je laisse le soin à l'ADEPAL et aux responsables de l'ADEPAL de le faire, mais il faut promouvoir le juste prix, il faut stimuler l'investissement dans la robotique, dans le numérique, bien évidemment, dans la décarbonation. Il faut sans doute des fonds d'investissement spécialisés dans les IA pour faciliter la consolidation. On n'en a pas parlé, mais la consolidation du secteur, parce que c'est aussi ça qui va permettre de faire des gains de productivité, créer des systèmes fast-track pour agrandir les sites de production et être plus attractif, peut-être être plus efficace en matière de perception des subventions européennes, poursuivre la baisse des impôts de production, renforcer l'attractivité, notamment auprès des jeunes du secteur. Ça, c'est un sujet qu'on a regardé avec la junior entreprise de l'IEP Paris. Voilà. Beaucoup de choses à faire parce que ce secteur, il est emblématique. Il peut vraiment délivrer le meilleur pour la France, mais pour l'instant, dans les circonstances actuelles, on n'y est pas. Et voilà, j'ai parlé pile 15 minutes comme vous me l'avez demandé. Le micro. Merci, merci beaucoup Nicolas. Et merci pour cette présentation très claire et très parlante. Donc, bien, comme ça a été dit à l'occasion de cette présentation que vous pourrez vous fournir auprès de Christian Divin, donc nous avons souhaité écrire un pacte pour l'avenir de l'alimentation des territoires. Ce pacte n'est pas exhaustif puisque vous verrez qu'il comprend aussi ou qu'il rappelle aussi que nous soutenons un certain nombre de mesures proposées par d'autres structures syndicales. Mais il vise à flécher donc des moyens sur ce secteur de la PME ETI alimentaire qui effectivement il y a 50 ans était un des fleurons de notre pays et qui aujourd'hui est en souffrance compte tenu de l'environnement. Alors on a 16 propositions et 4 enjeux majeurs que je vais vous présenter. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, je vous remercie de les noter ou de les envoyer sur le chat. Excuse-moi Arnaud, j'ai oublié de le rappeler en début de présentation. Et nous y répondrons, bien sûr, avec Pascal, Thierry, et puis éventuellement l'équipe ADEPAL qui est ici présente. Premier enjeu, Nicolas est resté dessus assez longtemps, c'est la compétitivité des entreprises. Et la valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous sommes
dans un étau et dans un cercle vicieux, comme ça a été rappelé, et dans un étau aussi face à une distribution extrêmement concentrée qui représente 6 centrales d'achat, je crois, désormais, qui pèsent 85% des achats alimentaires. Nous avons en face 15 000 PME alimentaires qui ont du mal à répercuter leur hausse de matières premières. Deuxième enjeu, adapter les outils de production en transition énergétique, environnementale et numérique. On va y revenir. Troisième enjeu, attirer et développer les compétences, comme l'a évoqué Nicolas, facteur de compétitivité aussi. Et puis enfin, et non des moindres, affirmer les valeurs du modèle alimentaire français. Je vais revenir sur ce point-là. Alors attends, faut que je... Donc restaurer la compétitivité des entreprises afin de renforcer la souveraineté alimentaire française au cœur de l'Europe. D'abord, avant de vous parler de nos desiderata, rappelez que nous avons des responsabilités. Et dans nos responsabilités, et on cultive ça beaucoup à la DEPAL, il y a le développement des interprofessions et des filières agricoles, et notamment sur les filières déficitaires. À DEPAL, et je ne l'ai pas dit, mais les syndicats de la DEPAL sont membres de nombreuses interprofessions, que ce soit dans le légume, que ce soit dans le fruit, que ce soit dans le foie gras, par exemple. Et c'est un point essentiel de la discussion entre le monde agricole et les transformateurs. Parfois même la distribution dans certaines interprofessions, mais ça n'est pas notre cas. Donc voilà nos responsabilités et bien sûr, le corollaire de ça, c'est d'assurer la juste rémunération de nos fournisseurs agricoles et aquacoles, si le terme est exact. Nos propositions. Donc notre proposition pour relancer la machine et remettre la PME alimentaire au cœur de nos activités. D'abord, il s'agit d'arrêter la baisse de notre valeur ajoutée que nous vivons depuis 10 ans. Plus de 10 ans même. Comment? Eh bien, ça a été évoqué entre les lignes et par Pascal et par Thierry. Nous avons vécu donc une modification législative dite Egalim 2 il y a maintenant quelques mois, qui régit aujourd'hui les négociations avec la grande distribution. Cette loi Egalim 2 sanctuarise les produits agricoles, et c'est un bien, Pascal le disait, et c'est aussi des opportunités pour les uns, pour les autres, de remettre à plat et leur stratégie d'achat et leur stratégie commerciale. En revanche, nous sommes soumis à une volatilité des coûts qui sont des coûts des matières premières emballages, qui sont des coûts mondiaux, et qui sont liés à des phénomènes mondiaux auxquels nous n'avons aucune prise. Donc, nous demandons que la clause d'extension de révision automatique des prix qui a été instaurée par la loi Egalim 2 soit élargie aux matières premières emballages et à l'énergie, de la même manière qu'elle existe pour les produits agricoles dans Egalim 2, autrement dit, 90% de hausse des boîtes métalliques, eh bien, nous avons la possibilité de les répercuter automatiquement. 30% de hausse des cartons, pareil. Bien évidemment, ce mécanisme fonctionnera aussi à la baisse. Deuxième point essentiel. Alors, pardon, je ne reviens pas sur les deux premiers points. Ils sont plus techniques. Ils visent à revoir les règles de tarification et la façon dont sont organisées ces règles pour permettre la non-négociabilité du tarif général. Assurer les conditions de concurrence équitables pour tous les maillons de la chaîne alimentaire. Bon, ben là, c'est simple. Il suffit d'arrêter la concentration de la distribution et des centrales d'achat. Cette concentration est mortifère pour nos PME. Elle les écarte petit à petit et des linéaires et de la grande distribution et de l'accès donc aux consommateurs. Et il faut arrêter ça tout de suite pour ne pas continuer à accroître la fragilité du tissu industriel.
J'ajouterais que les dernières alliances qu'il y a pu y avoir à droite et à gauche entre différentes centrales ces dernières années n'ont apporté aucun gain d'efficience aux consommateurs, ce qui peut-être a pu être le cas il y a une dizaine d'années, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Ce sont aujourd'hui des organisations qui visent à pressurer les fournisseurs. Troisième point important, et peut-être Thierry pourra nous donner quelques exemples, mais mettre un terme à la surtransposition des normes européennes, harmoniser l'application des textes européens dans tous les pays ressortissants de l'UE. Bon, j'aime mon pays, mais vous savez que la France a parfois tendance à vouloir être le meilleur élève de l'Europe et à prendre des initiatives en solitaire, unilatérales. Le problème, c'est que nous vivons dans un monde concurrentiel, dans un marché unique qui est le marché unique européen, et que la France, à force de mesures franco-françaises, dégrade sa compétitivité sur l'ensemble des marchés sur lesquels elle est présente. Je prendrai un exemple au hasard, qui est, on peut parler par exemple l'étiquetage de l'origine des viandes dans les plats préparés, c'est ce qui me vient à l'idée. C'est un truc qui est français, franco-français. Donc pourquoi pas un étiquetage des viandes, de l'origine des viandes généralisé à l'ensemble des fabricants de plats préparés, mais en Europe. Là est notre demande. Et puis enfin, dernier point, réformer le pilotage et la représentation des enjeux des PME qui composent l'industrie alimentaire. Alors effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes pas présents au Conseil national de l'industrie, nous ne sommes pas présents au Conseil national de l'alimentation, nous ne participons pas au comité de suivi des négociations commerciales, qui se tient en ce moment, je crois, et nous ne participons pas, encore moins, au contrat stratégique de filière. Or, tout à l'heure, Nicolas Bouzou faisait référence à la capacité de substitution d'énergie bas carbone pour l'industrie alimentaire, et le fait que l'industrie alimentaire pèse 30%, je crois, des capacités de substitution potentielles de l'industrie en la matière. Certes, en revanche, la feuille de route aujourd'hui de la décarbonation et de la réduction des gaz à effet de serre, qui a été écrite dans le cadre du comité stratégique de filière, a été rédigée par les sucriers, les gens qui font de l'amidon et les gens qui font du lait. Bien évidemment, ils l'ont fait en toute bonne foi et de façon parfaitement professionnelle. En revanche, il est clair que les problématiques de la betterave et des sucriers, qui sont des premiers transformateurs, n'ont rien à voir avec les problématiques que vivent nos PME, ETI de 170 millions ou PME de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ce travail mérite d'être revisité. C'est pour ça que nous demandons que nos entreprises soient plus présentes dans ces organes de concertation pour que l'information soit la plus transparente et la plus véritable possible. Voilà donc pour ces enjeux de compétitivité. Pardon. Juste un mot peut-être, Thierry, oui, pour illustrer ça. Témoignage très rapide là, sur ces propositions. Je reviens rapidement là. Pourquoi passage de Egalim 2 à Egalim 3 ? Alors, Egalim 2, c'était pavé de bonnes intentions et on est tous d'accord sur la nécessité de bien rémunérer l'amont agricole. Nous, ce qu'on pense... Alors, d'abord, Egalim 2 était censé faciliter le rapport avec la distribution et les négociations. Ça a été dit tout à l'heure, à l'instant où on se parle, on est le 24 février et on est censé... 23, pardon. Et on est censé avoir tout signé pour la fin de semaine. On va dire qu'on est à peine à 50% des accords signés avec les distributeurs et toutes nos ETI et PME sont encore dans le dur et même le très dur. Donc de ce point de vue-là, il y a encore à faire. Alors je réinsiste et je reviens sur le point et la nécessité d'inclure les emballages dans ce qu'on appelle, nous, Egalim 3. Je vous ai parlé de craintes énormes sur la rupture sur les emballages dans
dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Si un industriel n'a pas d'emballage, bah, il arrête de produire pendant une semaine. C'est déjà arrivé et ça risque d'arriver. S'il ne produit pas pendant une semaine, il n'achète pas de matières premières agricoles. Voilà. Donc, on ne peut pas dissocier, chez un transformateur comme nous, on ne peut pas dissocier la matière première de l'emballage. Parce que nos matières premières agricoles sont dans des emballages. Si je n'ai pas d'emballage, je ne peux pas acheter de matières premières agricoles. Donc c'est du basique, c'est du b.a.-ba. On avait soutenu auprès des pouvoirs publics, on avait demandé auprès des pouvoirs publics que dans Egalim 2 soit inclus aussi la sanctuarisation des emballages. On ne l'a pas obtenu, mais on réitère fortement cette proposition pour les raisons évidentes que je viens de vous expliquer. Deuxième point, on l'a évoqué aussi, donc l'investissement dans les transitions, l'investissement dans la modernisation de l'outil industriel, l'investissement dans la productivité de nos usines pour répondre aux attentes consommateurs et refaire de l'industrie alimentaire un fleuron qu'objectivement aujourd'hui, en dehors de certaines filières, elle n'est plus. On a d'abord des responsabilités, accélérer nos actions en faveur de la transition écologique et renforcer nos investissements et nos initiatives pour atteindre des objectifs de décarbonation, de réduction et de réemploi de recyclabilité des emballages. C'est le cercle vicieux que décrivait Nicolas Bouzou tout à l'heure, dans lequel nous sommes et qu'il faut arriver à casser. Et nous avons besoin de soutien en la matière. De quel soutien parle-t-on ? Eh bien, on parle d'abord de créer des outils de financement qui nous permettent d'accélérer notre transformation énergétique écologique. Deux mesures, la création d'un fonds public-privé dédié à la consolidation et à la croissance des PME ETI agroalimentaires. Vous savez que cette initiative a été prise en 2008 dans l'industrie automobile pour permettre à l'industrie automobile de passer cette crise. Elle pourrait parfaitement être dupliquée sur nos filières. Et puis, bien sûr, poursuivre et élargir les dispositifs de suramortissement fiscal pour faciliter la robotisation et la digitalisation des outils de production. C'est un point important. Deuxième point, je l'ai évoqué tout à l'heure dans le point 1, donc je ne vais pas y revenir, adapter la trajectoire des réductions des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 pour l'industrie alimentaire et notamment les spécificités des TPE, PME, ETI. J'irai même plus loin, les acteurs de la première transformation n'ont pas forcément les mêmes enjeux ou exactement les mêmes enjeux que les industriels de la deuxième ou de la troisième transformation. Et puis enfin, régionaliser la mise en œuvre du plan France 2030. Aujourd'hui, nos PME sont sur 67% du territoire. Je crois que toi, tu es à Valence. Hein, ta base, c'est plutôt Lyon que Paris. Clairement, voilà. Donc Thierry, qui est à Valence, préfère aller à Lyon pour traiter ces questions que de faire 600 bornes pour venir à Paris. J'irai même plus loin, il préfère aussi Lyon parce que à Lyon, on sait ce que c'est que ces problématiques régionales, locales, et Dieu sait si c'est important. Non, je sais bien. Voilà, de la même manière, faciliter l'agrandissement et le développement des sites de production en allégeant l'administration et les contrôles nécessaires a priori pour accompagner et la structuration des filières agricoles et le redéploiement de nos productions de produits alimentaires. Voilà pour ce deuxième enjeu. Thierry, alors je rajoute, oui, je réagis sur un point et je suis content que Nicolas Bouzou ait insisté là-dessus parce que c'est vraiment un point absolument fondamental sur la notion d'investissement. Transition écologique. On est tous convaincus, toutes les entreprises ETI, PME, agroalimentaires sont convaincus de la nécessité d'accélérer la transition écologique. Il n'y a aucun débat là-dessus.
Concrètement, pour une entreprise comme la nôtre, ça veut dire dans les 5 années, doubler nos investissements. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais un investissement de 10, demain il va falloir que je fasse un investissement de 20 pour assurer la transition écologique. Hein, pour que vous ayez un ordre de grandeur tout simple. C'est la recyclabilité des emballages, c'est la réduction de consommation d'eau, c'est le transfert vers des énergies alternatives, la décarbonation, etc., etc. Comment je fais pour doubler ma capacité d'investissement si mes marges n'arrêtent pas de se réduire? Le chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui doit équilibrer, hein, c'est un numéro d'équilibriste, être chef d'entreprise. Donc, il faut que j'aille vers la transition écologique, il faut faire la transition écologique, je dois doubler mes investissements, mes marges diminuent. Ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, la transition écologique, on va la faire, mais elle va prendre beaucoup plus de temps. C'est aussi simple que ça. Alors, on nous met des objectifs. Hein, on nous dit qu'il faut être prêt en 2025 sur la recyclabilité des emballages plastiques. La recyclabilité des emballages plastiques, ça veut dire pour nous, industriels, changer et mettre à niveau toutes nos lignes de production. C'est des coûts très très importants. Voilà, ça peut être des nouvelles usines. Donc Nicolas a mis le doigt sur le challenge de la filière en termes d'investissement. Voilà, le débat est posé, qui est un débat d'ailleurs qui entre nous va bien au-delà de l'industrie agroalimentaire, parce que la transition écologique, on est tous d'accord, mais c'est un coût énorme, et la question c'est qui paye? Ben, qui paye? Il va falloir que tout le monde fasse un effort le long de toutes les filières. Voilà. Mais aujourd'hui, nous, PME et ETI de l'agroalimentaire, on est un petit peu squeezés. Voilà. D'où la nécessité de restaurer notre valeur ajoutée pour investir, pas pour s'enrichir. Troisième enjeu est d'abord nos responsabilités. Le troisième enjeu donc, porte sur l'attractivité métier et le développement des compétences dans les territoires. On a d'abord des responsabilités qui visent d'abord à maintenir des savoir-faire dans les territoires. Je vous rappelle que la France aujourd'hui est quand même le référent alimentaire du monde, en tout cas perçu comme tel, toujours comme tel. Il y avait encore une étude Opinionway il n'y a pas longtemps qui disait que ce qui caractérisait la France, c'était sa gastronomie, donc à l'étranger, pour 75% des étrangers. Donc je crois qu'il ne faut pas lutter contre cette image que nous avons et qui est très positive. Et puis soutenir et appuyer les initiatives de revitalisation du territoire, qu'elles soient locales ou nationales. C'est un point important. Il y a un certain nombre de zones aujourd'hui prioritaires sur lesquelles nos entreprises sont implantées et sur lesquelles nous pourrions apporter des solutions, sans doute. Ah oui, c'est vrai que c'est moi, ça. Alors, 6 propositions, je ne vais peut-être pas toutes les détailler parce que je m'aperçois qu'on a pris un peu de retard et qu'il faudra peut-être passer aux questions. D'abord, unifier, simplifier les soutiens existants en matière d'aide à l'embauche. Bon, il existe aujourd'hui une kyrielle d'aide à l'embauche, mais il est clair qu'une TPE ou une PME n'a pas les moyens de se payer des structures qui soient capables d'aller chercher ces aides. Donc créer, comme on le disait au niveau régional, un guichet unique, un peu sur d'ailleurs ce qu'a fait le gouvernement dans le cadre de France Team Export, puisqu'il a regroupé tout sur un seul guichet, et saluons cette initiative. Il me semble que là aussi, nous avons besoin de plus de simplicité, plus d'efficacité dans le soutien aux entreprises. Adapter le dispositif de bonus-malus sur les contrats courts, c'est un point important auquel nous tenons. Aujourd'hui, les contrats courts sont taxés. Du coup, nos entreprises qui sont par nature saisonnières, que ce soit liées aux récoltes ou que ce soit lié aux fabrications, hein, on vend plus de foie gras à Noël qu'on en vend au milieu de l'été, eh bien nous sommes pénalisés par cette activité saisonnière qui est pourtant très liée au cycle agricole. J'ajoute, j'entendais un de nos adhérents récemment,
me dire que ne trouvant plus de personnel chez des agences d'intérim pour l'été, il va chercher des intérimaires en Pologne. Donc, pourquoi avoir taxé des contrats courts alors que nous avons toute la ressource nécessaire, ou en tout cas en partie, autour de nos usines. Et puis, un point important, l'augmentation du nombre de volontaires territoriaux en entreprise. Alors, je vais vous faire une confidence, c'est que j'ai découvert ce dispositif des volontaires territoriaux en entreprise à l'occasion du travail que nous avons fait. C'est un dispositif très intéressant, un peu sur le modèle du VIE qu'on connaît plus. Voilà une initiative qui mériterait d'être élargie pour que nous puissions capter et driver des talents, à la fois dans les régions où il fait souvent bon vivre et mieux qu'à Paris, et à la fois sur le plan des compétences. Voilà pour ce qui concerne ce troisième point. Je vous laisserai découvrir les autres et bien évidemment, s'il y a des questions, j'y réponds. Ah bah, tu vois, il ne marche pas le truc. Voilà. Tu veux dire un mot là-dessus, Thierry, peut-être ? Secondes. Et là, je vais parler pour le monde agricole. Sans contrat court, pas de ramassage de fruits, pas de ramassage de légumes. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Et ça vaut aussi pour les fruits et les légumes qui vont frais, qui vont au marché du frais. On est dans un métier où à un moment, il faut que les gens ramassent les matières premières agricoles, et c'est par définition de contrat court. Si on met des bonus-malus, on marche sur la tête. Hein. Voilà. Quatrième et dernier point, enfin il y en a, on pourrait en écrire 40, mais enfin on a voulu se cantonner à 4. Affirmer les valeurs du modèle alimentaire français, c'est un point important pour nous. Nous avons des responsabilités, poursuivre la reformulation de nos produits, plus de naturalité, moins d'additifs, moins de sel, moins de sucre, moins de matières grasses, valoriser les productions locales, poursuivre la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je vous rappelle que l'industrie alimentaire est le champion de la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisque chez nous, le rendement matière, c'est consubstantiel. Quand tu mets en œuvre 10 pommes, il faut que ça te fasse un nombre défini de pots de compote. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui est surveillé comme le lait sur le feu. Donc, la lutte contre le gaspillage alimentaire, bien sûr, nous concerne. Et puis, permettre à tous un accès à une alimentation durable, diversifiée, de qualité et accessible au plus grand nombre. C'est la vocation de l'industrie de démocratiser les produits alimentaires. Mais peut-être, Pascal, tu voudras poursuivre 2 mots là-dessus. Donc, nos propositions, renforcer l'éducation à l'alimentation et à la promotion du modèle alimentaire, c'est crucial. Je voyais l'autre jour le cahier d'une petite fille de 8 ans qui fait aujourd'hui l'apologie du plat dans lequel il doit y avoir forcément un féculent, un légume, une protéine. On est sur des préconisations qui datent des années 60 ou 70. C'est pas possible, il faut aider les enfants à mieux comprendre et à mieux appréhender leur nutrition et leur alimentation. Renforcer les liens avec les acteurs de la filière alimentaire et de la gastronomie, c'est essentiel. Je rappelle quand même que nos industries sont nées de la gastronomie. Nous adaptons des recettes mises en place un jour par des chefs ou des technologies mises en place un jour par des chefs à la dimension industrielle avec des marmites plus grosses, mais finalement des process qui sont très proches. Et ça permet bien évidemment d'accéder à des produits bon marché. Je prendrai comme exemple le saumon. Il y a 40 ans, on ne mangeait pas de saumon ou très peu. Le saumon fumé était quelque chose de prestigieux et de cher. Aujourd'hui, certes, ça reste un produit onéreux, mais tout le monde peut éventuellement s'acheter une tranche de saumon fumé un jour ou l'autre dans l'année pour accompagner, pourquoi pas, des pommes de terre à l'eau avec un peu de crème fraîche et de la ciboulette. Pascal, tu veux réagir sur ces propositions ? Oui, merci Jérôme. Très rapidement, nous sommes le pays de la gastronomie, mais de la gastronomie pour tous aussi, comme de la haute gastronomie,
mais la gastronomie pour tous. C'est clair que notre responsabilité d'entreprise de l'agroalimentaire, c'est bien de fabriquer des bons produits sains, d'éviter le gaspillage, de le rendre équilibré, de lui donner du sens. Nous savons faire tout ça, la France sait faire tout ça, et nous avons le devoir de continuer à promouvoir nos produits, nos régions, notre savoir-faire, nos savoir-faire. On a des savoir-faire que le monde entier nous envie, et il faut le faire savoir. Et je pense que nous sommes sur la route, et avec nos entreprises, avec tout ce qu'on vient de se dire dans ces principaux points majeurs, la gastronomie pour tous, c'est l'accessibilité à la qualité. Avant de vous faire une petite synthèse de ce qu'on s'est dit, je voudrais rappeler aussi, et nous l'avons mis dans le dossier de presse à dessein, que nous soutenons un certain nombre de mesures qui sont proposées par la CPME, qui sont proposées par la FNSEA, et que c'est pour ça que nous ne les avons pas remis dans cette conférence de presse. Je pense par exemple à la baisse du coût du travail qu'a évoqué Nicolas Bouzou, qui est bien évidemment pour nous un enjeu crucial, puisqu'on a parlé de notre rentabilité, de nos valeurs ajoutées qui étaient structurellement trop faibles. Je parle aussi de la baisse des impôts de production que Nicolas Bouzou a évoqué, mais qui aujourd'hui sont revendiqués par l'ensemble des organisations patronales et syndicales pour remettre de la compétitivité dans nos industries alimentaires. Je pense aussi à la mise en place d'un crédit d'impôt localisation en France sur le modèle du crédit impôt recherche demandé par la CPME et qui pourrait être là aussi un bon coup de pouce pour mettre le paquet sur nos industries alimentaires et nos 15 000 PME, ETI, TPE. Pour ce qui concerne la FNSEA, plusieurs types de soutien que vous retrouvez dans le dossier de presse. Je voudrais quand même en citer un important, c'est que nous sommes favorables à la rémunération du stockage carbone par les agriculteurs, ce qui permettra à la fois de faciliter la transition énergétique et de soutenir aussi le revenu des agriculteurs qui en ont bien besoin. Voilà. En bref, donc des entreprises PME, ETI, PMI, PME, ETI, TPE françaises qui sont mises à mal par des turbulences conjoncturelles, mais surtout par un problème structurel de désintérêt autour de cette filière d'excellence qu'est l'industrie alimentaire française. Valorisation insuffisante de produits d'alimentation, difficulté d'approvisionnement bien sûr aussi à l'heure actuelle. La DEPAL donc est mobilisée pour défendre le modèle alimentaire français et la souveraineté du pays. Des travaux prospectifs pour élaborer une stratégie 2030 que vous aurez dans votre présentation, et puis un pacte de 16 propositions articulées autour de 4 enjeux clés. J'ajouterai juste un mot pour dire que je crois que l'industrie française, c'est 3 millions d'emplois. L'industrie alimentaire, c'est 500 000 emplois. Les PME, TPE, ETI représentent les 2/3 de ces 500 000 emplois, soit à peu près 10% des effectifs de l'industrie en France. Nous avons des usines, nous avons des savoir-faire, nous sommes dans les territoires. Fléchons des investissements sur les usines, fléchons les aides qui sont aujourd'hui proposées par le gouvernement sur ces usines. Elles sont là, ce n'est pas la peine d'aller chercher d'autres filières que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui et qui ne seraient pas forcément plus faciles à mettre en œuvre. Devenons le champion mondial de l'alimentation et voilà, merci de votre attention. Tout ça me paraît nécessaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis j'espère à très bientôt sans masque, tous ensemble en présentiel. Merci, au revoir.